Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle, émission où on va parler de beaucoup de choses. On va parler ce soir d'un sujet handicapant ou un sujet qui handicape pas mal de personnes parce qu'on va parler d'un sujet qui est très sérieux. On va parler de ce sujet que l'on rencontre un petit peu tous les jours. Et pour là, j'ai avec moi Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Oui. Vous allez bien? Oui, Maya. Vous allez bien, il me dit bonjour, bonsoir, parce qu'après des fois l'émission il passe la journée, des fois il passe le soir. Comment il est chez nous? Il dit bonjour, bonsoir. Il dit bonjour, bonsoir. On n'est pas tout seul parce que nous on a aussi avec nous, qui sont avec nous? Bernard avec nous aussi. On va parler de ce sujet-là un peu dans cette petite introduction, on me dirait un petit peu handicapant, mais il n'est pas handicapant. Il est juste un sujet d'actualité, de cette intégration de ces personnes qui font partie de la société et qu'on essaie, dans la mesure du possible, de faire se vivre ensemble avec tout le monde. Comment on peut imaginer cette cohabitation? Alors, en fait, ce soir, moi, j'aimerais bien parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'école inclusive. C'est-à-dire que nos enfants qui sont en situation de handicap intellectuel, puisque je suis la présidente d'une association de parents et d'amis, donc de personnes en situation de handicap intellectuel et ou psychique. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de différents types de handicap et souvent, on a tendance un peu à oublier ces personnes donc, qui sont en situation de handicap intellectuel ou psychique. Et c'est vrai qu'avec la rentrée scolaire, donc, on se rend compte que ces enfants ont des difficultés à l'école, rencontrent des difficultés à l'école parce qu'il va manquer des moyens pour les accompagner, pour qu'ils puissent avoir, comme tous les autres enfants, une chance de réussir dans la vie. Et souvent, on parle d'égalité des chances, et cette égalité des chances, en tant que parents, on se pose la question, pour nos enfants, ça se situe où? En maternelle, il a eu que 30 minutes d'AESH par jour. C'est moi qui étais avec lui à l'école. Insuffisant, il rentrait à 8h, il ressortait à 8h30, c'était pas suffisant pour lui. Donc j'étais avec jusqu'à 11h30. Quand j'étais pas là, il avait pas école. Maintenant, il est en CP et Ulysse en même temps, mais il a que 12 heures d'AESH. Il part à l'école que le lundi, le mardi matin, jeudi et vendredi après-midi. C'est tout. Il peut rester à la cantine, mais à condition qu'il a une AESH à temps plein. Là, il n'a pas d'AESH à temps plein. Comme il ne va plus à l'école l'après-midi, il mange à la maison. Non, ça ne m'arrange pas parce qu'il faut qu'il porte à l'école. Il a déjà 7 ans. Il faut, pour bien le stimuler et être bien dans sa peau, je voudrais bien qu'il parte à l'école tous les jours, toute la journée. La MDPH lui a validé une place à l'IME, mais il faut attendre parce qu'il est sur la liste d'attente. Et j'ai appelé, mais ils m'ont dit d'attendre. Ils vont faire soit demain, soit l'année prochaine. Il faut attendre. Bien sûr. On parle là d'une école inclusive, c'est-à-dire une école où se mélangent des gens qui sont porteurs d'handicap et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est ça qui pose problème quelque part? Non, c'est pas ça. En fait, le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de la société, aujourd'hui, tous les enfants, ça c'est quelque part acquis, tous les enfants doivent se côtoyer. Ce qui va poser difficulté... Mais se côtoyer, d'accord, mais à l'école aussi. Bien sûr, à l'école. L'école est un endroit où on se forme. Où on se forme, où on apprend à vivre ensemble. On n'apprend pas seulement à vivre ensemble, on apprend à mettre en place des connaissances. Tout à fait. Donc, il y a aussi l'apprentissage scolaire, mais il y a aussi tous les autres apprentissages. Et ça se fait à l'école. Donc, la position des parents, c'est que tous les enfants doivent être ensemble pour que, effectivement, se vivre ensemble puisse... Mais est-ce que tous les parents, ou seulement les parents qui sont des enfants qui sont porteurs d'handicap, souhaitent que les enfants... sont avec des enfants qui ne sont pas porteurs d'handicap? Parce que là, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, parce que je veux me faire tirer dessus. C'est vrai que c'est quand même un comportement qui est un petit peu, quelque part, un petit peu égoïste quand même. Alors, est-ce que quand on a un enfant qui est porteur d'handicap, et quand on veut le mettre dans une école avec des enfants qui ne sont pas porteurs d'handicap, est-ce que quelque part, on ne va pas affaiblir un petit peu les enfants qui ne sont pas porteurs d'handicap? Alors, moi, je vais donner ma position, et puis après... Bernard va nous dire un instant. Je fais l'avocat du diable, j'essaie de comprendre, là. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde, si on sépare les gens,
D'accord, c'est-à-dire d'un côté on met ceux qui sont différents, on dira, on est sectaire. On a vu ce qui se produit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui s'appelait Hitler qui a voulu jouer à ça, et on a vu où ça a abouti. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui notre société a envie de ce modèle-là. Donc ce qui nous importe, c'est qu'effectivement on puisse vivre ensemble, et puis que cette cohésion en fait puisse faire avancer les choses. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire que on va séparer. Donc tout à l'heure vous disiez les parents, mais en tant qu'on est parents d'enfants en situation de handicap, mais on est aussi parents d'enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, on a déjà à la maison cette gestion de dire comment on fait le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, s'il marche à la maison, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas je vais voir Bernard, dans le milieu scolaire. Bernard va m'expliquer un petit peu. Est-ce que Bernard, du coup, le fait de mettre des enfants qui sont porteurs de handicap dans une école avec des enfants qui ne sont pas porteurs d'handicap, on ne se met pas dans la tête des parents qui ont des enfants qui sont porteurs d'handicap, mais on se met dans la tête des parents qui ont des enfants qui ne sont pas porteurs d'handicap. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire que quelque part, le programme qui est fait ne veut pas être un système qui va ralentir un peu ces enfants-là? Pourquoi ne pas mettre ces enfants avec des professeurs qui sont adaptés pour ça et qui arriveraient éventuellement à former les enfants qui sont porteurs de handicap pour essayer de les mettre à un niveau un petit peu plus haut, peut-être après pour les mélanger plus tard avec des enfants qui sont non porteurs de handicap? Alors, donc, on va d'abord parler de l'apprentissage. Chaque enfant a besoin d'apprendre. Alors, pour apprendre, il faut des personnes qui les encadrent pour améliorer leur apprentissage, mais dans les actes de la vie du quotidien. La vie du quotidien. Donc, en tout cas, ce qui est important de retenir dans cet apprentissage, de mélanger tout, de tout petit, à partir de tout petit, c'est apprendre la vie, tout simplement. En général, ils ont entre 3 à 6h30 de classe maximum par semaine. Ils sont aussi en situation d'apprentissage dans les ateliers techniques. Souvent, ça nous permet aussi de les ramener au travail, doucement mais sûrement. Et après, on va dire que ce qui change entre une unité d'enseignement dans le médico-social et une classe dans le milieu ordinaire, c'est surtout le temps en fait. Le temps qu'on accorde à chacun. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils ont... Là, moi, j'ai 24 élèves et ils ont 24... objectifs différents. Voilà. Et puis on ne peut pas leur demander aussi d'apprendre tout le programme en une année. Voilà, il faut vraiment besoin de temps, c'est très individualisé. Voilà. Alors au maximum, moi je peux en avoir 6 ou 7, voilà, mais ça fait déjà beaucoup, parce qu'ils sont à des niveaux différents, c'est assez varié aussi. On a des jeunes avec des déficiences, mais aussi des troubles d'apprentissage, parfois ils ont aussi des troubles du comportement, on peut en avoir aussi avec des troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est vraiment tout un panel. Et c'est vrai que ces jeunes, ils ont besoin en général d'accompagnement et de plus de temps. Là, j'écris la date et après j'attends mes 13 pour qu'est-ce que je vais faire du coup. Tu peux commencer par ton cahier d'écriture, Adrienne. J'arrive. J'ai le mardi après-midi et le mercredi matin. Je vais de cuisine, je fais ménage. Après je fais atelier petits travaux, je fais des socialisations, je fais plein d'activités. À l'école j'apprends un peu de tout, donc voilà. Il n'y a pas la poste qui est réservée pour une personne et pour l'autre. Le service public, c'est un service public d'État pour tout le monde. Oui. Donc, comment faire en sorte que ce soit accepté et partout un peuple, donc la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour que la nation puisse accepter le fait qu'il y a des personnes différentes, il faut donner les moyens dans l'apprentissage, dans la cohésion, mais tous ensemble. Ça veut dire l'autre, comme vous avez dit tout à l'heure, la personne qui n'est pas porteur d'handicap doit également être au courant et doit vivre à côté
ou ensemble. Mais nous, on préfère qu'ils vivent ensemble. Formation. Ça commence dès l'école. On a vu depuis 1950 jusqu'à 1970 des classes où il y avait une professeure ou bien un professeur qui avait des élèves de CP jusqu'à CM2. Et donc, dans cette classe-là, on avait beaucoup d'élèves dans plusieurs niveaux d'éducation. On a vu que ça n'a pas marché. On a changé ça après 1980. Alors, est-ce qu'on s'était posé la question à cette époque où étaient les personnes qui étaient en difficulté? Non, on a changé. On a mis un prof pour les CP, on a mis un prof pour les CM1, un prof pour les CM2 et un prof pour les CM1. Les personnes en difficulté, ils étaient où? Non, mais là... Déficit intellectuel, on parle pas que nous, on est là pour parler de... Non, mais ils étaient où, M. Govada? Il y avait des écoles spécialisées. Non, il y avait peut-être des écoles spécialisées. Ils étaient où? Pas toutes les écoles. Pourquoi vouloir absolument mélanger des enfants qui sont déficients intellectuels avec des enfants qui sont, on va dire... Moi, je veux dire, en tant que parent, ce genre d'argument... Parce que j'entends déjà les commentaires, comme disait Aznavour dans une de ses chansons. En tant que parent, non, mais ça fait avancer. Là, c'est quelque chose qui est choquant parce que c'est difficile d'entendre dire que les enfants qui sont différents doivent être mis à part. C'est ce qui s'est passé en 1960. Alors, notre association, elle est née en 1960, puisqu'elle va avoir 65 ans l'année prochaine. Et vous savez pourquoi elle est née, cette association? Parce que justement, la société disait que les enfants en situation de handicap intellectuel, c'était un terme que j'ai du mal à dire. C'était des enfants, mais je vais le dire quand même. C'était des enfants inadaptés, donc, et que la société ne pouvait pas éduquer. Et les parents se sont dit, mais comment ça? Donc, en chacun, il existe des compétences et nous, on veut prouver et on va montrer que nos enfants sont capables de faire des choses. Et l'association est née. Elle a commencé, donc, une association toute petite qui n'avait pas de moyens, qui allait sur le parvis des églises pour pouvoir récolter de l'argent et pour pouvoir mettre en place une structure qui puisse accueillir ces enfants-là. Donc, effectivement, puisque les enfants étaient exclus de la société. Donc, il y a eu cette structure qui a été mise en place, qui a montré qu'effectivement, ces enfants qui étaient dits inéducables possédaient beaucoup de capacités, pas les mêmes que les autres, mais on a tous autour de la table, on a des capacités différentes. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir repérer ces capacités et ensuite donc donner les moyens pour accompagner, pour monter en compétences. C'est ce qui s'est fait et aujourd'hui effectivement on a la preuve que les enfants donc ont des capacités et ils nous le montrent tous les jours. Donc ça c'est une première chose. Et aujourd'hui au niveau de l'accompagnement, on a effectivement des formations. Donc, avec des professeurs qui sont spécialisés. Peut-être qu'au niveau de la formation, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il existe quand même aujourd'hui des formateurs, on dira, des professeurs, mais qui ont les capacités pour accompagner justement les enfants, pour les amener vraiment à leur maximum de la capacité. Tout type d'enfants. Puisque de toute façon, alors bien sûr, quand on regarde au niveau de la société, on est tous, on ne pourra pas faire, moi je dis à chaque fois, on ne peut pas faire tout le monde maths sup, mais on va chacun... Alors, imaginons un parent qui a un enfant qui pourrait éventuellement faire maths sup, qui est dans une école où il a des enfants, où ça le ralentit peut-être, je ne sais pas, mais comment il va faire? Ses parents vont dire, je vais changer d'école. Ben voilà. Oui, mais il change d'école et puis il fait comme on a fait il y a 60 ans. Donc, du coup, c'est quoi l'inclusivité là? C'est quoi Mais justement, l'inclusion, c'est que chacun. Il faut qu'au niveau de notre société, chacun prenne bien conscience qu'on a tous des capacités. On sera tous différents. Que ça soit au niveau des capacités de physique, peu importe. Mais on est tous différents. Pourtant, on forme un tout. On forme un tout. Et si on enlève un maillon, deux maillons, tout va dégringoler. Donc on est... Au niveau des institutions, je suis très déçue en tant que parent et très en colère, puisque je trouve que le rectorat n'est pas à l'écoute des parents. On leur demande de l'aide, on envoie des accusés de réception et tout. Il n'y a aucun retour. On est démunis face à cette situation et on se sent lâché, quoi. On se sent pas soutenu. Il a 11 ans. Il est scolarisé au collège de Trois-Mars parce que il n'a pas actuellement de place en Ulysse Collège. Donc moi, comme pendant la semaine de la première rentrée, j'allais souvent les voir. Du coup, ils m'ont proposé de le placer temporairement. Quand ils voyaient que je lâchais pas l'affaire, ils m'ont proposé de le mettre en SECPA temporairement, quoi. Pour l'instant, il a une AESH, mais de 10 heures de temps, chose qui n'est pas suffisante, puisque il a besoin d'une AESH à temps plein. Et là, je suis actuellement en train de faire un recours. Si son profil maintenant correspond mieux
puisqu'il a eu l'équipe de ESS, s'il se sent mieux dans ce dispositif-là et qu'il arrive à évoluer, pourquoi pas? Mais après, normalement, comme il a quand même un handicap à déficience intellectuelle, normalement, la notification de la MDPH a statué sur un dispositif Ulysse pour lui, qui n'a pas, donc ses droits n'ont pas été respectés. C'est une scolarité vraiment saccadée. J'ai essayé d'avoir des explications. Ils m'ont expliqué que par rapport à son âge, par rapport au niveau, il n'y avait pas de dispositif pour ces petites classes-là. Donc du coup, ils étaient obligés de le transférer dans une classe où il y avait des plus grands. Et chose que franchement, c'était pas le top pour lui, puisqu'il a été quand même, il a subi pendant 1 an du harcèlement. Hein. Vu la situation actuelle, vu ce que le gouvernement est en train de faire, en train de supprimer des postes, de diminuer plein de choses, mais nous étant parents, on se retrouve démunis, quoi. On n'a pas assez de moyens pour faire face à la situation actuelle. Donc, ils nous proposent, on va dire, c'est un système D, quoi. Oui, c'est vraiment un long parcours du combattant. Et au moment où son dossier a été débloqué, c'est quand il est passé à la grande section, à l'école Vincent Séré. Et cette directrice-là, elle a bien voulu faire son dossier. Et c'est à ce moment-là que la situation a débloqué, que j'ai pu faire les démarches auprès de la MDPH, l'inscrire auprès de la DAPI, faire plein de démarches auprès de plusieurs organismes pour pouvoir mettre tout en place pour mon enfant, pour qu'il ait les meilleurs soins possibles, les meilleures solutions adaptées pour lui, pour sa scolarité, et aussi pour l'aider dans le milieu, comment dire, dans le milieu social, quoi. Donc on est quelque part, il faut qu'on arrive à garder ce modèle-là. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut séparer les parents. Pas uniquement les parents, parce que je pense que s'il n'y avait que les parents, on n'aurait peut-être pas abouti à ce résultat-là. Vous avez posé la question aux parents? Alors, les parents, ils disent que quand ils ont des choses à dire, ils ne vont pas le cacher. Hein, ils viennent le dire. Hein. En tout cas, donc voilà. Et on aura des témoignages qui montrent que les enfants, effectivement, nos enfants, ils ont des difficultés. Effectivement, il leur faut un accompagnement adapté. La société, elle est solidaire. On n'arrête pas de dire. Bien elle sûr. Est solidaire, elle est accueillante. En tout cas, si elle ne l'est pas, il faut qu'elle devienne encore plus. Donc, à nous, en tant que parents, c'est un combat qu'on mène depuis toujours et qu'on va continuer à mener. Il est, pour nous, je veux dire, impossible d'entendre dire qu'il faut revenir à ce qui a existé et ce pourquoi on s'est battu pour que ça disparaisse. Il faut que l'école, parce que là on parle de l'école, puisse accepter. Alors pourquoi ça ne marche pas actuellement alors pourquoi ça marche pas? Alors, ça marche. Pourquoi à la rentrée vous avez des problèmes? Parce qu'il y a des enfants qui se mélangent avec des enfants d'un autre niveau. C'est pas le terme. Enfin pour moi. Moi je dis mélanger parce que je suis cru. Mais je dis que pourquoi dans une école, dans une classe, il y a des enfants qui sont en déficience intellectuelle avec des enfants qui ne le sont pas. Hein? Mais pourquoi ça fonctionne pas? Alors ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que on peut pas. Je veux dire, il faut pas. Quand on dit ça, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça pourrait mieux fonctionner et pour avoir de meilleurs résultats. Puisque aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place. On a effectivement des enseignants qui sont formés. On a des accompagnants justement qui sont qui ont comme mission d'accompagner les personnes, les élèves en situation de handicap pour pouvoir pour les amener vers, je dirais, vers la réussite. Il faudra 2 profs dans une seule classe? Alors, ce sont pas des profs. Ce ne sont pas des profs. Et alors, il faudrait 2 enseignants dans une seule classe? Non, il y a pas. Il faut 2 formateurs dans une seule classe? Oui, parce que dans le cas de la déficience intellectuelle, la compensation, alors on parle de compensation. La compensation pour que la personne puisse effectivement avancer et réussir, la compensation, c'est une compensation humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, si on me donne une consigne aujourd'hui et que je ne comprends pas bien la consigne, par contre, s'il y a le professeur, lui, il n'aura pas le temps d'expliquer parce qu'il y a les autres élèves et effectivement, il ne va pas focaliser toute son attention sur un élève. Il y aura une carence quelque part. Il y aura l'accompagnant. Donc l'accompagnement humain, donc ce qu'on appelle l'accompagnement de l'élève en situation de handicap, qui sera à côté et qui pourra reformuler de façon à ce que effectivement cet élève puisse comprendre la consigne et réaliser donc ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a demandé. Donc on est là-dedans et c'est vrai que cette société, il faut que notre société, elle est dans cette démarche. Donc il faut aussi lui donner les moyens
pour pouvoir développer donc cet idéal de société peut-être, hein, c'est peut-être un idéal, mais en tout cas moi c'est un idéal qui me va. Hein, en disant... Le sectarisme, c'est pas votre idéal. Ah non, pas du tout. En tout cas, alors, on a vu qu'il y a la rentrée des classes dernièrement. Là, alors Bernard, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux alors? Alors donc, dans ce qu'on vient d'expliquer, ça passe par l'apprentissage. Mais pour dire qu'on aille vers une formation, il faut qu'il y ait un retour sur les expériences passées. Et les expériences, on voit bien, tout à l'heure on a parlé des personnes qui n'ont pas porteurs d'handicap, ce sont les plus grands témoins, les jeunes qui grandissent au fur et à mesure, ils grandissent justement dans une société inclusive. La plupart des jeunes qui reconnaissent maintenant qu'il y a un jeune qui est en difficulté dans leur classe, c'est eux qui sont les premiers témoins. Et c'est eux, les adultes de demain, qui justement vont faire en sorte que la société évolue. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'inclusion. Mais pour cela, il faut se donner les moyens dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a fait un grand chemin. Hein. Il ne faut pas l'ignorer. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien dans les établissements médico-sociaux que dans l'éducation nationale. Donc, on n'ignore pas cette évolution-là. Mais ça reste beaucoup à faire. Un accompagnement de compensation, comme Mme Payette a dit à l'instant, effectivement, il faut augmenter ça. Ça, il y a un besoin. Il y a un besoin d'accompagnement parce que ces personnes ont besoin d'un soutien psychologique, d'un soutien physique pour certains et d'un soutien d'études. C'est une réalité. Mais que dit l'éducation nationale dans cette école inclusive? Que dit l'éducation nationale? Je suis d'accord, je suis prêt, ou je vais mettre des moyens, ou bien sinon il en manque, il faudra faire avec, ou... Que dit l'éducation nationale dans cette classe inclusive où l'on a des élèves en déficience intellectuelle et d'autres qui ne sont pas? Oui, de toute façon. AESH, oui. Depuis 2 ans, sur le tampon. J'ai suivi une formation de 60 heures initiale avec le rectorat. Du coup, 60 heures avec le rectorat et ça fait 2 ans que je suis à AESH. Alors, je suis plusieurs élèves. Donc, en tout, 3 élèves sur 2 établissements différents. Mais on essaie de le faire et de pénaliser moins les élèves et c'est rare que des AESH ont des élèves avec le même handicap. Si l'emploi du temps n'est pas adapté, c'est vrai que si on a un TSA, donc des troubles autistiques le matin et une petite ou un petit trisomie l'après-midi, c'est vrai que c'est pas le même handicap et c'est pas le même degré de gestion. On manque d'AESH et les notifications continuent à arriver et certains n'ont pas leur nombre effectif de fait et ceux qui viennent d'arriver n'ont pas encore d'aide humaine. Si nous, nos élèves notifiés sont absents, on pallie à ceux qui n'en ont pas. On essaie au maximum de les aider. Donc j'avais déjà effectué avant ce métier et vu mon passé personnel, je suis retournée parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. La loi dit que l'école est inclusive. On est dans l'école inclusive, dans l'école de la chance. Et c'est à chaque classe de s'adapter? Voilà, il y a une adaptation à avoir, il y a des moyens à mettre en place, il y a des moyens qui aujourd'hui sont mis en place. Il y a effectivement un manque de moyens, nous, on le voit sur le terrain, il y aura les témoignages des familles qui vont l'illustrer. Donc il y a des moyens qui pour nous sont pas suffisants, mais qui existent. Donc aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a des difficultés à l'école et c'est indéniable, on ne peut pas le renier, mais il y a des choses qui sont faites. Il faut encore continuer dans cette direction. Il faut mettre en place peut-être plus de moyens, puisque il faut qu'on atteigne cet objectif-là. On n'est pas dans un monde de bisounours actuellement, que ce soit à l'école ou dans le travail ou partout ailleurs, parce que là, on a parlé de l'école, mais on a aussi ces enfants-là qui ont grandi aussi et qui se retrouvent dans le milieu professionnel aussi, où il faut aussi qu'ils se font tirer un petit peu en avant par d'autres personnes qui veulent bien le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des élèves dans des écoles qui veulent bien tirer en avant ses amis, ses copains, qui c'est la solidarité qu'on apprend. Et c'est cette solidarité, ça prend à l'école, ça prend
à la maison, ça s'apprend dans la vie de tous les jours, hein, ça s'apprend dans la prise de conscience, ça s'apprend dans le fait que vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Il faut vraiment qu'il y ait des gens comme vous qui tous les jours se battent pour pouvoir faire en sorte de mener ce travail-là, qui est un travail de dur labeur, qui est un travail d'une vie entière. Parce que je suis persuadé que vous, les parents qui ont des enfants qui sont porteurs de handicap, votre vie ne s'arrête plus tant que vos enfants ne pourront pas se mettre dans la vie, s'intégrer dans une vie de tous les jours. C'est ça. C'est l'idéal. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, le regard de la société change, parce que même si on en parle depuis toujours, hein, mais il y a encore une certaine appréhension et que chacun prenne conscience que on est tous différents, mais qu'on est tous pareils. Hein. Ouais. On est tous différents, mais on est tous pareils. Exactement. Ça, j'aime bien ça. J'adore. Oui, on est tous différents, mais on est tous pareils. C'est une belle philosophie. Et donc, avec ça, on peut faire une très belle société. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Ouais. Alors, dis-moi, il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il y a des... Vous êtes un petit peu ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, hein? S'il y a des gens qui nous regardent et qui sont dans l'éducation nationale, qui sont dans le gouvernement, qui sont là et qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer tout ça? Alors, c'est poursuivre les efforts qui sont déjà faits. Parce que c'est important de pouvoir le dire comme ça. Il y a des efforts qui ont déjà été, bien sûr, mis en place. Il faut poursuivre, ne pas relâcher, car il y a ce besoin-là. Il y a une sensibilisation qui est déjà mise en place, hein, bien sûr, au niveau des écoles, au niveau des enseignants, et surtout la formation des enseignants, être sensibilisés à l'accueil d'un enfant dans la classe ou dans l'établissement. C'est important qu'il y ait ce message-là qui soit passé, et notamment vers les parents, les personnes qui regardent à la télé, dire... Aidez-nous aussi, parce qu'on a besoin aussi qu'ils témoignent au niveau de leurs instances scolaires, en primaire ou autres, de dire, voilà, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une société inclusive. De fil en aiguille, bien sûr, ce chemin-là va se poursuivre. Voilà, c'est poursuivre cet effort-là. Bien sûr. Daniel, on n'a pas décidé qu'un jour, il y aurait des parents qui auront des enfants qui sont porteurs de handicap. C'est la vie qui est comme ça. Hein? Et on n'a pas demandé pour être comme ça. On s'adapte. Les parents s'adaptent. Les parents s'adaptent, mais au-delà de s'adapter... Et aussi, les enfants qui ne sont pas porteurs de handicap et qui sont avec des enfants qui sont porteurs de handicap, eux aussi, ils doivent s'adapter. Mais je pense qu'on est en perpétuelle adaptation. Je veux dire, quelle que soit la situation, on a toujours une période d'adaptation. Et moi, j'aimerais quand même passer un message aux familles. C'est vrai qu'on se rend compte que souvent, les familles n'osent pas ou parler de leurs difficultés ou témoigner parce que voilà, pour des raisons qui leur sont propres. Hein. Mais moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est on ne doit pas se cacher. Il faut absolument... on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir... comme vous le disiez, c'est la vie qui a décidé... voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit visible. Si on veut que la société avance, donc dans le bon sens, il faut qu'on soit visible. Nos enfants, ils sont comme les autres enfants, ils doivent être dans la société à la place qui leur est due. Bien sûr. Je pourrais citer un grand philosophe qui a dit un jour que lorsqu'on est sur une pièce de théâtre, qu'on est sur les planches, on n'a pas le choix de danser si on est danseur, de faire de la comédie si on est un artiste, de chanter si on est un chanteur. Et vous êtes ces artistes-là, vous êtes ces personnes qui sont sur des planches d'un théâtre et vous ne pouvez pas partir avant les applaudissements du public. Et on attend les applaudissements du public. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir ici. Merci même à vous. Canal Austral. Merci de nous avoir reçus. Merci à Richard qui était au son. Merci François qui était aux images ce soir. Et nous on se retrouve une prochaine fois, d'accord, pour en parler encore plus. Hein. Oui, vous avez vu que j'ai été qu'on pourrait aborder, un petit peu dur au départ. Je suis devenu un petit peu plus doux après, mais je pense que tous les gens qui nous regardent vont faire exactement ce que j'ai fait ce soir, ce jeu de l'adoucissement, c'est-à-dire de prendre conscience
conscience qu'on est dans un monde qui va changer 4,5 milliards d'années, que le monde est en perpétuel changement et ça ne va pas s'arrêter là. Merci à tous. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission.